19, pratiquement 20. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer dans un instant la situation au Liban et ce qui se passe avec Israël. Tout ça dans un contexte d'explosion de l'antisémitisme dans notre pays. Je vous rappelle les chiffres. On est à 1600 actes à caractère antisémite sur l'année 2023-2024. C'est en augmentation, plus 317,5%, si tant est qu'on puisse quantifier les choses au-delà de 100%. Catherine Ney, c'est une véritable raz-de-marée, en fait. Oui, c'est un raz-de-marée dont moi je crains en plus que l'anniversaire du 7 octobre soit un anniversaire dangereux, quoi. Il va y avoir, peut-être pas en France, mais en tous les cas dans le monde, je pense que les ambassades américaines, les ambassades israéliennes doivent être très protégées, avec un risque de passage à l'acte et d'attentats terroristes, évidemment. Il y a évidemment cette pensée permanente dans votre tête, j'imagine, Christophe Couvi, vous les policiers. Bien sûr, tous les services vont être en alerte, les préfets sont sensibilisés, la DGSI travaille nuit et jour là-dessus parce qu'on sait très bien que c'est une date clé. Donc oui, on va être branché là-dessus. Mais encore une fois, je pense que on doit tous essayer de faire un peu d'empathie et savoir ce qui se passe vraiment en Israël, de vivre comme ils pourraient vivre, les Israéliens aussi, sachant que vous êtes entourés par plein de pays qui veulent votre mort et que vous êtes le seul pays démocratique. Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que vous avez une démocratie face à plein de théocraties. Et en fait, vous résistez avec vos moyens et en même temps, vous prenez pratiquement la foudre de tous les pays démocratiques en disant oui, ce que vous faites, c'est pas bien, etc. Encore une fois, je ne porte pas de jugement, mais en même temps, qui suis-je pour savoir ce que les Israéliens pensent sur place et comment ils vivent. Et je pense que pour vivre dans un pays comme ça, c'est compliqué aussi. C'est la citadelle assiégée, en fait, tout le temps. Et donc, c'est compliqué. Un petit pays, Catherine. Ce qui est extraordinaire, c'est quand même ce qui vient de se passer, c'est que les chefs du Hamas ont été tués, les chefs des Hezbollah ont été tués. On se dit la troisième étape pour Netanyahou, c'est qui d'ailleurs il a menacé, c'est les Mollahs. Donc il ne peut pas ne pas faire quelque chose. Il fera. Et voilà. Il fera. Donc parce que tout part de l'Iran. Je veux dire, c'est l'Iran qui a tué le Liban. Et qui menace plus Israël. Mona Jafarian, sur l'Iran qui manipule évidemment le Hezbollah. La République islamique aujourd'hui... Vous avez raison, c'est la République islamique, c'est pas l'Iran. Entre l'Iran et la République islamique, mais effectivement, ils ont détruit le Liban. Maintenant, ils occupent la Syrie, ils occupent l'Irak, le Yémen, ils ont des milices en Afghanistan. Ils ont même, aujourd'hui, il y a des leaders d'Al-Qaïda qui sont hébergés en Iran et qui sont entraînés là-bas. Donc, si vous voulez, quand on parle de la plus grosse organisation terroriste au monde, et la plus impérialiste, parce que ce qu'on a toujours, nos anticoloniaux, anti-impérialistes, oublient que celui qui est en train aujourd'hui de coloniser tout le Proche et le Moyen-Orient, c'est bien la République islamique d'Iran, et que partout où il passe, c'est des centaines de milliers de civils qui sont massacrés. On estime plus ou moins à 4 millions de personnes. Donc moi, je veux bien que la terre entière ait la haine d'Israël, mais moi, j'aimerais bien qu'on se réveille aussi sur la personne qui, aujourd'hui, est responsable de tous les malheurs de nos peuples, et qu'on ait un peu de mesure dans la manière dont on voit la réalité du terrain. Les Iraniens redoutent une riposte d'Israël tout en la souhaitant. J'imagine que le sentiment est partagé. Alors, il y a quand même de l'espoir, forcément, puisqu'on voit bien que là, Khamenei est un peu dans un cul-de-sac. Sa réponse a été quand même massive. Et moi, quand je vois les gens dire « oui, mais il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de dégâts », je ne sais pas si on se rend compte oui, c'est ça, 170 missiles qui sont envoyés sur un pays. S'il n'y a pas le dôme de fer, en gros, ils cherchaient un carnage, des dizaines de milliers de morts. Heureusement, il y a la technologie israélienne qui l'a empêché. Mais donc, forcément, Israël va répondre. Donc, le soir même des attaques, des dizaines de milliers d'Iraniens criaient au balcon et à la fenêtre, mort à Khamenei, mort à la République islamique, mort à la dictature. Donc c'était une manière pour eux de dire ce n'est pas notre guerre, ce sont nos ennemis, Israël n'est pas notre ennemi c'est la République islamique. Donc forcément il y a quand même une partie de la population qui se dit si jamais il y avait des frappes qui étaient menées contre le corps des gardiens de la Révolution, surtout qu'Israël élimine quand même, là ils viennent d'éliminer celui qui était responsable de la répartition des armes entre la Syrie, l'Irak et le Liban. Donc, si vous voulez, on est en train quand même de détruire toutes ces tentacules terroristes. Donc, la prochaine étape, Khamenei a annoncé qu'il serait présent à la prière du vendredi, parce qu'il n'avait pas peur d'Israël. Sait-on jamais si un beeper pouvait... Françoise Laborde.
Oui, moi j'aimerais avoir j'allais dire le sentiment de Mona. Un certain nombre de spécialistes disent que s'il y a un déclic, c'est-à-dire si Israël commence éventuellement à attaquer notamment les champs pétroliers, fer, etc., il pourrait y avoir aussi en parallèle un soulèvement des Iraniens qui pourraient eux-mêmes, si je puis dire, prendre en main le renversement de la situation et se lever contre le régime des mollahs. Est-ce que vous y croyez à ça, d'après vos interlocuteurs sur place? Oui, on y croit beaucoup, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que la population iranienne se soulève régulièrement. Et d'ailleurs, depuis 2 ans, ils n'ont jamais arrêté finalement d'une manière ou d'une autre de résister. Maintenant, toute la problématique était que non seulement on avait le corps des gardiens dans la rue, mais qu'on avait aussi des milices syriennes, palestiniennes et libanaises qui étaient importés en Iran pour massacrer la jeunesse et prêter main forte au régime. Donc c'est vrai que là, maintenant que tout est affaibli, et le régime a très peur de la population. Et je pense que leur plus grosse crainte est là. Et Israël a très bien compris que la révolution allait se faire de l'intérieur. On est face à un peuple très patriote, très nationaliste. Donc il faut faire très attention à la manière dont les frappes sont menées pour que cette opinion publique iranienne reste du côté d'Israël et reste un allié pour le renversement du régime. D'où le fait qu'Israël attende avant d'articuler sa riposte. Il y a beaucoup de discussions avec les Américains aussi pour savoir quelle cible toucher et quelle cible ne pas toucher. Ne pas réveiller le sentiment patriotique contre Israël, évidemment. De la population bien sûr. Il faut que les frappes soient très précises. Au contraire, oui. En fait, c'est tout l'enjeu, c'est vraiment les cibles de haute valeur pour pouvoir revendiquer des victoires. Et je pense que là, ce que vous évoquez, c'est aussi toute la guerre psychologique. Quand vous éradiquez des têtes, forcément, c'est un effet déceptif. Et le peuple se perd souvent dans c'est une insurrection en fait que vous appelez de vos voeux pour qu'un peuple se réveille et se. Elle a déjà commencé, mais elle a du mal à renverser le régime. Pour que le peuple puisse se dire ça y est, on peut vraiment y aller et on peut les renverser. Et il faut que vraiment il y ait un impact psychologique très fort au sein de l'appareil d'État et un réveil de la République islamique d'Iran. Oui, un réveil. C'est ça le problème. Qui a laissé les femmes iraniennes seules. Mais si attendez, Mona, allez-y Mona. Pardon. Il faut absolument que la communauté internationale négocie avec l'opposition iranienne, puisque si on veut éviter un bain de sang, il y a 1000 manières aujourd'hui d'aider le peuple iranien. L'opposition n'arrête pas de le dire, financer les grèves, aider à ce qu'ils aient Internet, faire des cyberattaques sur les systèmes de sécurité. Donc en fait, il y a plein d'actions qu'on peut mener, mais sans avoir des liens à l'intérieur du pays et à l'extérieur avec les représentants, c'est impossible. Donc c'est pour ça que... Est-ce qu'il y a une opposition aujourd'hui Eugénie qui Bastier est prête à prendre le pouvoir en Iran si les mollahs tombaient? Oui, organisé, on a quand même des études qui ont été menées. Alors c'est très difficile puisque c'est une dictature, donc voilà. Mais il y a quand même des instituts de sondage qui ont mené ces sondages, et il s'avère que la personne qui est aujourd'hui la plus plébiscitée est Reza Pahlavi. Et donc il y a une grande majorité du peuple. On voit même des familles de victimes. Les gens dans la rue, dans les stades, scandent son nom. C'est quelqu'un qui aujourd'hui appelle à diriger un gouvernement transitoire pour ensuite organiser des élections libres pour que les Iraniens choisissent la forme de démocratie qu'ils veulent. Il a aussi un grand soutien au sein de l'armée iranienne, donc ça c'est quand même un... Reza Pahlavi, on parle bien du fils du Shah. Voilà. Oui, le Shah, oui. Exactement. Et donc c'est pour ça que nous, on demande aussi à ce que les gouvernements occidentaux entrent en contact pour pouvoir mener d'un front commun. Un dernier mot là-dessus, Louis? Non, j'entends ce que vous dites. La difficulté aujourd'hui, c'est que la seule personne, le seul chef d'État qui vous aide vraiment officiellement, parce qu'il est lui-même menacé, c'est Benyamin Netanyahou. Et la communauté internationale, à chaque fois, tombe un peu dans le piège des débats internes au sein de la politique israélienne et dit bon bah voilà, Benyamin Netanyahou, il est trop ci, il est trop ça. Et en fait, ça... Pour les, si vous voulez, pas complètement. À chaque fois qu'Israël essaye de se défendre, tout le monde dit ah mais c'est Netanyahou est trop à droite, trop ci, trop ça. Et donc il y a une surfocalisation autour de cette personne-là. Et ce qui est vrai, c'est que ce qui serait bien pour vous, c'est qu'il y ait d'autres pays avec des gens avec des images peut-être un peu plus mesurées qui entrent un peu en jeu. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Mona. Oui, en fait, c'est exactement aujourd'hui. Alors, c'est vrai que Israël a très bien compris, puisque c'est une guerre existentielle. Donc, pour eux, c'est une évidence qu'il faut que le régime des mollahs tombe. Mais le problème qu'on a, c'est qu'en fait, le discours des pseudo-réformateurs iraniens a encore de l'impact, par exemple, au niveau du Quai d'Orsay ou même de l'administration Biden. Voilà. Et on a encore du mal, je pense, en Occident, à comprendre que quand on parle de réformateurs, on parle
du corps des gardiens de la Révolution. Donc c'est des gens, c'est une organisation mafieuse, terroriste, à la tête d'un narcotrafic très Ils sont important. pas du tout réformateurs. Et qui sont... Mais non, il n'y a rien de réformateur. Mais malheureusement, on a réussi à tisser ce narratif qui consiste en fait à penser qu'on pourrait négocier un accord sur le nucléaire, qu'on pourrait négocier la fin d'attentats, la fin de la mainmise sur les pays. Et en fait, on voit bien que 45 ans de négociations ne nous mènent à rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on appelle un vrai soutien de la population iranienne avec une aide extérieure pour pouvoir renverser ce régime et instaurer la paix au Proche-Orient.